Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Peut-être que vous avez déjà perçu un brin d'anxiété chez votre enfant. Peut-être que vous vous inquiétez parce que votre enfant montre des signes d'anxiété. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Astrid Billet est thérapeute, spécialiste des réflexes archaïques et de l'anxiété, surtout chez l'enfant. Dans cet épisode, Astrid vous explique les signes qui pourraient vous indiquer que quelque chose tracasse votre enfant. Elle lève le voile sur notre rapport au corps, parce que oui, en 2025 ou en 2026, si vous l'écoutez à ce moment-là, on a encore du mal à se reconnecter à notre corps et à comprendre comment il fonctionne pour l'apaiser. Ici, on vous parle système nerveux, câlin papillon, corps qui parle et respiration. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Astrid et bienvenue dans le podcast de la matrescence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de nous rejoindre. Alors toi, tu es bordelaise, enfin en tout cas dans la grande agglomération de Bordeaux, donc c'est facile, c'était facile de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, du corps, de ce qu'on peut faire avec les enfants quand ils ressentent cette anxiété. Mais d'abord, j'ai une question parce que tu n'étais pas du tout prédestinée à parler d'anxiété avec les enfants. Tu as une carrière dans l'automobile, ça, tu étais ingénieur. Oui, j'étais ingénieure dans le sport automobile. Donc, j'ai fait 5 fois les 24 heures du Mans. J'ai travaillé dans la Formule 1. Je travaillais avec ma tête. J'ai fait 10 ans de sport auto. Donc, la stratégie de course, comment on fait pour gagner? Donne-moi tous les ingrédients, la course, la météo, les voitures, comment on fait pour gagner? Donc, c'était puzzle géant, tout dans la tête. Gestion du stress sur la course, ça avait pas de problème. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je faisais tourner des voitures en rond. Que ça m'amusait, mais qu'en fait, ça avait pas beaucoup de sens. Ça avait perdu son sens pour moi. Je pense que tu me lâcherais sur une course, je serais encore à fond, mais pas sur tout ce qui était autour. J'ai commencé à faire une transition et à commencer à me reconnecter à mon corps et puis à faire attention à ce que je mangeais, à faire attention à l'environnement. Voilà, ça a commencé par ce biais-là. Là, je me suis dit: «Mais attends, on va au Japon, on boit de l'évian en 33 centilitres alors qu'il y a de l'eau au Japon. On boit de l'eau française qu'on importe. C'est les 24 heures du Mans, on nous fait manger toutes les 2 heures pour pas qu'on s'endorme et on change de couvert en plastique toutes les 2 heures. On peut pas garder les mêmes couverts. On doit éteindre nos écrans». Enfin non, ça avait plus de sens, quoi. Donc j'ai mis fin à cette carrière-là en 2016. Alors, comment est-ce qu'on passe d'être ingénieur en sport auto et 24 heures du Mans, c'est quand même très particulier, je Ouais. connais ce milieu, à mais tiens, je vais m'intéresser à l'anxiété, les réflexes archaïques et tout ce qui passe par le corps? Alors, quand j'ai décidé de changer de carrière, j'étais pas du tout à me dire que j'allais faire ça. Comme je m'étais intéressée plus, d'abord à mon alimentation, à ma santé, quand j'ai eu envie de changer, je me suis dit: «Je vais aller vers le soin», mais en même temps, j'y connaissais rien. J'avais cette envie, cette idée-là, mais après, je connaissais l'aromathérapie parce que j'utilisais des huiles essentielles pour me soigner et puis pas grand-chose d'autre. Donc bon, je me dis: «Je vais chercher et puis, je vais trouver». Donc j'ai commencé par faire un passage par la permaculture finalement, parce que d'un coup, il y a eu le film, je sais pas si tu te rappelles le film Demain,
qui est sorti en Incroyable. 2015. Ouais. Cyril Dion, Ouais, voilà. Et ça Mélanie m'a Laurent. fait oh ça y est, voilà, ça m'avait donné une direction. Et puis ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier de je change de carrière, je quitte tout, je change tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, tout ce que je connais. Et puis finalement j'ai démissionné et je sais pas 2 mois après, j'étais enceinte de mon fils aîné. On a déménagé, on est rentré en France parce qu'on habitait du coup en Allemagne à ce moment-là. Et puis tout est arrivé au fur et à mesure avec mon fils. C'est-à-dire que je sais pas, il avait quelques semaines, je crois, j'ai reçu une infolettre de je sais plus quel blog qui parlait des réflexes archaïques et puis après qui montrait des positions que lui prenait très fréquemment aussi en plus. Hem, Puis après j'ai dû l'emmener chez un ostéo qui était pas l'ostéo chez qui on allait d'habitude et puis il y avait une plaquette sur les réflexes archaïques et puis voilà, il y a eu un peu des appels par-ci par-là pour les réflexes et puis pour les autres outils auxquels je me suis formée aussi où bah, j'en ai entendu parler dans un magazine de santé par ici ou par là et puis à chaque fois ça m'a beaucoup parlé et j'ai vraiment senti mon corps réagir en fait quand je lisais ces articles-là je me suis lancée, j'ai commencé à me former mais après d'abord à y être intéressée en fait pour aller me former, il a fallu un déclic, pas très cool puisque ça a d'abord été le décès de mon papa, pour qui cette carrière de sport auto était quand même franchement, chouette, valorisante, impressionnante pour lui. Il était ultra fier et que j'en change, ça a été complexe et donc à son décès, je me suis dit, que j'avais quand même le droit d'être moi et donc j'avais cette autorisation tacite de pouvoir aller faire autre chose, en fait. Mmh. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Les réflexes archaïques, c'était quelque chose qui te parlait vraiment? Et je voudrais le dire quand même, c'est la première fois que je parle de ça en 6 ans de OK. podcast. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la base? Ça veut dire quoi un réflexe archaïque? C'est quoi en fait? OK. Alors les réflexes archaïques, tous les parents les connaissent parce qu'ils sont testés à la maternité. Donc on va tester, le réflexe de Moro avec la tête du bébé qui part un peu en arrière et puis il a les bras qui s'ouvrent, puis après il se met en boule, il pleure. Ils vont tester le réflexe de Babinski qui est sur le bord externe du pied. Là, tu chatouilles le bord externe, puis tu as le gros orteil qui monte, tous les autres orteils qui s'ouvrent, puis généralement tu as l'autre pied qui fait la même chose de l'autre côté en miroir. Le bébé qui va marcher tout seul, voilà. Les parents, ils les connaissent, mais après ça s'arrête là. Alors que finalement ces réflexes, c'est un peu les logiciels de ton système nerveux, si tu veux. Ils vont permettre à bébé de pas se poser de questions. Il a pas besoin de savoir comment manger, comment respirer, comment s'attacher. Ça se fait tout seul et donc ça va lui permettre, même déjà in utero, de se débarrasser de son cordon ombilical, de se retourner pour être dans le bon sens au moment de la naissance et puis au moment de contribuer à sa propre naissance aussi. Parce qu'il va être stimulé, par exemple au niveau du dos, par les contractions de la maman, donc il va s'orienter dans un sens ou dans un autre. Il va, bouger sa tête, bouger son dos, utiliser ses pieds pour pousser, donc ça va lui permettre de participer à sa naissance et de sortir et puis après de savoir tout ce qu'il faut faire, une fois qu'il arrive dans notre monde à nous, quoi. Donc donc tous les bébés les ont et j'ai oublié ta question du coup. Mais ouais, Ce que c'est? Non, voilà, tu t'en expliquer, voilà, hein. c'est ces réflexes, enfin, pour les expliquer de façon hyper simple aux enfants et aux familles que je reçois, c'est ouais, les logiciels du système nerveux, au début, en fait. Tu es programmé, grâce à eux et puis après, tu apprends à faire les choses par toi-même et puis à ce que ça se fasse en mode pilote automatique, si tu veux, au début et donc après tu passes en mode volontaire, s'ils s'intègrent correctement. Et alors, c'est quoi le lien entre réflexe archaïque et l'anxiété? Hem L'anxiété, moi, je le vois comme un état d'insécurité, si tu veux, et nos réflexes archaïques, ils sont là pour, nous maintenir en sécurité, pour nous sauver la peau. Donc, il y a d'autres réflexes qu'on connaît. Si tu trébuches, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir ton parachute, tu mets tes mains en avant pour te rattraper. Ou si tu glisses, tu vas attraper un truc, tu utilises ton agrippement. Voilà, ils vont te sauver la peau, d'accord? Et puis, ils sont là aussi pour que, hem, bébé, il sache faire les choses sans se poser de questions, à ce que je disais tout à l'heure. Il sait manger, il sait respirer. Donc ça va le maintenir en survie et en sécurité. Hem, donc quand tu es bébé, c'est normal qu'il s'active, mais après quand il reste actif alors qu'ils auraient dû s'intégrer quand tu es devenue suffisamment grande, ils vont pouvoir, t'envoyer trop d'informations, par exemple et donc ça va insécuriser ton système nerveux. Parce que si en permanence ton dos continue à être chatouillé par tes vêtements, par tes cheveux, par les étiquettes, par le dossier de la chaise qui est contre toi, si c'est pareil au niveau des pieds, si c'est pareil au niveau du visage,
Si à chaque fois que tu veux bouger ta tête, tu as tes bras ou tu as tes jambes qui bougent aussi, donc tu dois penser, «Attends, j'ai pas envie d'être maladroite», par exemple, si tu essayes de contrôler ou alors tu vas être maladroit, mais donc attention, faut pas que je fasse de bourde ou voilà, donc ça va, amener tout plein de réactions dans ton corps, dans ton fonctionnement, qui peuvent amener un état d'insécurité. Et ça, on est censé normalement, au fur et à mesure qu'on grandit, ne plus être réactivé. C'est Ouais. ça que tu Bah, expliques? c'est-à-dire que tes réflexes, tu vas les garder toute ta vie, OK. mais tu vas les intégrer. C'est-à-dire qu'au début, ils sont actifs, ils sont présents. Tu prends n'importe quel bébé, tu t'essayes, c'est «magique» entre guillemets, tu appuies sur un bouton, ça bouge quoi, si tu veux. Mais une fois qu'il les a intégrés, il va aller les mettre dans sa boîte à outils, au fin fond de son système nerveux, si tu veux, et il va les sortir quand il y en a besoin, quand il est en danger. Donc, bah, s'il trébuche, il sort son parachute. S'il a besoin de se rattraper, il sort son agrippement. Mais après, il le re-range, si l'état de stress le permet. Parce que si le réflexe pense qu'il a encore besoin de venir t'aider, si tu es en insécurité, il dit, bah, en fait, on a besoin de moi, donc je reste. Et il peut finalement entretenir cet état d'insécurité plus que de l'aider. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, on va parler de ça, hein, de l'anxiété, comment ça se manifeste et ce qu'on peut faire, ce que tu vas nous expliquer. Quand on est parent, comment est-ce qu'on peut capter que notre enfant, il a de l'anxiété? Ce serait quoi les signes? Ça va dépendre d'un enfant à un autre, mais on va les retrouver, dans tout ce qui va correspondre au sommeil, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, tout plein de peurs, qu'est-ce qui se passe, demain? Est-ce que tu restes dans ma chambre? Est-ce que tu t'en vas? Ou l'enfant qui se réveille, bah, tu étais là, tu es plus là. Pour tout ce qui va être la séparation, que ça soit au moment du coucher, mais aussi pour aller à l'école, pour aller, chez la nounou, pour aller dormir chez un tel, un ami, un grand-parent, ou ils vont en anniversaire chez leur meilleur copain et puis en fait, ils restent accrochés à ta jambe pendant 2 heures, et puis c'est au moment où tu t'en vas que ça y est, ils sont partis jouer, en fait. Tu vas le retrouver, hem, dans au niveau des apprentissages un peu aussi, dans le sens où l'enfant, il va, pas avoir confiance en lui, il va se dire qu'il n'y arrive pas, ou il travaille beaucoup, il sait tous ses trucs et puis il arrive devant son interro, puis en fait, il sait plus rien. Hem, Tu peux le retrouver, hem, dans les réactions corporelles aussi. Un enfant qui va avoir, des tics, pour moi, c'est un petit peu comme si c'était la soupape de la cocotte minute. Donc le corps, il sait plus quoi faire de tout ce stress, ça sort par où ça peut, et ça peut être sous forme de tics. Ou alors les TOC, enfin, j'utilise ces termes-là parce que les parents les connaissent. Je ne sais pas si ça va coller aux termes qu'ont utilisés, tout le monde, médical et psy, dont je ne fais pas partie, mais les TOC, ces habitudes que les enfants vont prendre, c'est aussi une façon de se sécuriser. C'est-à-dire que si, je sais que ça se passe comme ci, comme ça, et que papa, il vient à 16h45 et puis qu'après on rentre et puis qu'après il se passe ça, bah, ça sécurise, ça me donne une image mentale de ce qui va se passer pour moi, et d'un coup, si ça se passe pas comme ça, ben, c'est l'enfant, il gère pas, en fait, et du coup, tu peux te retrouver avec des débordements émotionnels. C'est des enfants qui ont besoin de contrôler, qui ont Ouais, cette habitude-là. ils peuvent avoir ce besoin de contrôler. Soit ils vont être complètement en retrait, mais ils peuvent aussi, pas du tout être renfermés et poser plein de questions. Alors, tu as les questions de curiosité qui sont chouettes, mais les questions qu'ils veulent tout savoir juste pour, se sécuriser, c'est pas les mêmes questions. D'accord? Donc c'est un peu essayer de comprendre pourquoi notre enfant, il pose toutes ces questions-là. Et puis, un enfant qui, explose, de colère ou de frustration, est-ce que c'est alors ça peut être que l'émotion, elle circule pas bien dans son corps, donc il la gère pas, mais finalement dessous, est-ce qu'il y a pas une peur? Donc, en fait, j'ai eu peur que ça soit ci, j'ai eu peur que tu me dises ça, j'ai eu peur que voilà, et donc, on va le retrouver là. Est-ce qu'il y a des manifestations physiques? Donc là, il y a tu parlais des tics ou des TOC, les troubles obsessionnels du Ouais. comportement. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des manifestations, sur le corps de l'anxiété qui pourraient nous alerter? Bah, tu vas l'avoir avec les maux de ventre, par exemple. Ça, c'est assez, les maux de tête, les maux de ventre, c'est assez fréquent dans ce que les enfants peuvent vivre. Le vendredi soir, tout va bien, le dimanche soir, ils ont mal au ventre. Ou le matin quand ils vont à l'école, c'est déjà arrivé qu'il y ait des enfants, ça va jusqu'au vomissement ou les pleurs, voilà. Donc après, pour les signes que les parents vont regarder, après moi j'ai les signes, des réflexes, les signes corporels que je vais voir, mais c'est pas forcément ceux que les parents vont connaître, ou alors ils vont, ça va être l'enfant qui, a beaucoup de difficultés à s'habiller, pas parce qu'il sait pas enfiler ses habits, mais parce qu'il va être pointilleux sur comment il met la chaussette,
ou sur, les textures, sur, le pantalon, il faut qu'il soit large ou au contraire, il y en a d'autres, il faut que ça soit bien collé sur la peau parce que comme ça, il y a le moins de frottement possible ou donc ça tu vas pas forcément faire le lien tout de suite avec l'anxiété, mais ça, plus ça, plus ça, tu vas te rendre compte que finalement, l'enfant, il a plein de stimulations qu'il gère pas et plein d'insécurités. Donc tu peux le retrouver dans l'hypervigilance, qui va être visuelle ou auditive. Un enfant, tu sors de sa chambre en mode ninja, il te capte quand même, ou il entend tout, tu es à l'autre bout de la maison, il va avoir tous les détails de ce qui a changé, dans la pièce. Voilà, il capte toutes ces informations-là, mais du coup, ils peuvent s'en retrouver même, déconcentrés, en fait. Parce que, bah, ils sont pas là avec eux en train de faire ce qu'ils font, ils sont tout partout en train de surveiller, l'environnement, mais pas pour le fun, juste parce qu'en fait, leur cerveau, il est branché sur surveille ce qui se passe autour, on sait jamais, quoi. Pour avoir vécu ça, voir ça chez certaines de mes filles, c'est vrai que c'est impressionnant, quand ils sont en mode hypervigilance, le Ouais. nombre de détails qu'ils absorbent et de choses qu'ils savent, Bah, après ça fait trop d'infos, quoi. trop dans c'est clair. Et est-ce que, par exemple, je pense à ça parce que souvent j'ai la sensation qu'on associe, se ronger les ongles avec, Oui, voilà, l'anxiété. oui. Donc là, c'est mon stress à moi qui fait que je retrouve pas de sous. Tu vois, de parler devant toi, c'est Tu vas je nous expliquer ce que tu fais dans ta boîte à outils pour que ton stress diminue. mais ouais, les enfants, ils peuvent se ronger les ongles, ils peuvent mâchouiller leurs cheveux, les stylos, ils sont détruits dans la trousse. Les enfants qui peuvent, alors soit ils vont manger leur stylo, ça va dépendre des réflexes qui vont être actifs aussi, mais des fois, ils vont détruire la gomme ou voilà, parce qu'ils vont plutôt couper, pointer le avec le voilà, c'est pas forcément, que ça va aller à la bouche, mais tu peux avoir une agitation motrice, au niveau des mains, ouais. Ça m'intéresse tout ça, c'est trop, il y a trop d'enfants qui font ça, Oui, après tu ça veut vois? pas dire qu'ils sont Qui tous anxieux, Oui, c'est-à-dire oui. que tu vas aussi, tu peux observer toutes ces choses-là et puis, bah, mon enfant, combien de toutes ces cases, il coche? Qu'est-ce que je vois chez lui? Et finalement, est-ce qu'il est serein ou pas? Oui, c'est pas forcément, ceci n'équivaut pas à de l'anxiété, mais quand on fait le lien, quand on additionne tout, est-ce qu'au final, c'est ça qui ressort chez notre enfant, en Voilà gros? et puis après anxiété, c'est un mot que les parents vont connaître. Moi, je vais plutôt, voir les choses comme de l'insécurité que de Mmh. l'anxiété. Et même l'anxiété, c'est un mot sur lequel j'ai mis une définition pour moi-même il y a pas si longtemps que ça, en fait. Où d'un coup, je me suis dit: «Attends, anxiété, mais on met ça, on met ça, on met ça, on met ça. Ah bah, je suis anxieuse». Voilà, ou enfin, où je l'étais, où je suis sur le chemin de l'être moins. Et c'était pas voilà, moi, je suis plus avec le ressenti de l'émotion qu'avec le mot, d'accord? Mais donc, Et pourquoi est-ce que tu t'es intéressée du coup à tout ça, pour les enfants, pour les accompagner dans cette, problématique-là? hem, alors travailler avec les enfants, pour moi, c'était quand je me suis tournée vers le soin, vers l'accompagnement, c'était assez évident. Maintenant, je comprends pourquoi, parce que, bah, j'ai du vécu dans mon enfance qui fait que, j'aimerais bien pouvoir aider certains enfants, à pouvoir se lancer aussi serein et confiant que possible dans leur vie d'adulte et puis, bah, si on a des adultes sereins et confiants qui font le monde, je pense qu'on fait un monde meilleur. Donc si je dois aider quelqu'un, je me dis: «Bah, je vais commencer à la base et je vais aller aider les enfants» et après pourquoi les enfants anxieux? Parce que, bah, ça aurait pu être d'autres types de difficultés. Mais, bah, comme je viens de le dire, quand je me suis rendu compte que finalement c'était, mon parcours aussi, bah, je pense qu'on là où j'étais le mieux placée pour pouvoir aider, c'est sur ce que je connais. Sur ce que j'ai pu reconnaître de ce que j'ai vécu, de ce que je peux vivre encore, de ce que mes enfants peuvent vivre aussi parce que, bah, j'ai fait un bon miroir pour mes enfants, ils ont bien copié sur moi aussi ou donc je suis entre guillemets «dans mon élément» si tu veux. Alors comment on peut, commencer si on se rend compte que voilà, on a un enfant qui a coché un petit peu les cases que tu as décrites et qui, ressent des émotions très fortes et que ça le ronge quelque part? Par quoi ça peut passer? Moi, je passe par le corps. C'est pas la seule approche et ça va être complémentaire des approches qui passent par la parole. Il y a des enfants que je vais envoyer aussi, chez un thérapeute un psychologue ou qui va utiliser la parole parce qu'ils peuvent avoir besoin de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu ou sur ce qu'ils vivent, au quotidien. Moi, je vais passer par le corps en observant comment est-ce que notre corps il réagit. Comment il se positionne, comment il réagit aux différentes stimulations, qu'elles soient tactiles ou c'est-à-dire quand le corps est touché ou motrice, c'est-à-dire quand on demande de faire un mouvement au corps, comment est-ce que le corps réagit? Et puis après, finalement, tous mes outils me ramènent au corps. Avec les enfants, ça va être principalement les réflexes archaïques que je vais combiner avec,
une approche qui est issue de l'ostéopathie. Et avec les adultes, je vais aller vers aussi de la libération émotionnelle, mais dans le sens où il y a une situation qui me met en difficulté, qui me fait surréagir. Bah, finalement, où est-ce que ça me fait surréagir dans mon corps? Et on va venir écouter ce que le corps a à dire sur la situation, anodine de: «Je me promène dans la rue, le chien aboie, j'ai eu peur», comme ça. Comment est-ce que mon corps y réagit? D'accord? Donc à chaque fois, on va se retrouver avec une connexion au corps, pour moi est là où là où tout commence, là où tout se fait. Pour nos auditeurs et auditrices là, qui sont en train d'écouter cet épisode et qui sont très cartésiens, cartésiennes. Tu as été ingénieur, Ouais, donc tu as fait partie de ce monde très, je le suis encore. oui, oui, non, mais tu Voilà, sais, ouais, où, noir ou blanc, ou ouais. comment est-ce que, tu fais basculer des gens qui n'ont jamais écouté leur corps Ouais. pour comprendre que ça a un vrai impact, sur notre, système nerveux, nos pensées, notre bien-être, pour pas qu'ils se disent: «Ça, c'est un truc de je veux dire bobo», enfin, je sais pas ce que c'est le terme, Ouais. mais tu vois que c'est un peu farfelu, alors que il y a de l'approche scientifique là-dedans. Hem, alors déjà par l'observation, si systématiquement quand tu touches, un corps au même endroit, enfin sur la même ligne du pied ou du dos, où le corps il réagit systématiquement avec une réaction que tu verrais chez une personne, mais que tu verrais pas chez une autre, bah, tu peux te dire qu'il peut y avoir quelque chose à faire entre les 2. Et puis après aussi pour qu'ils se rendent compte, je l'ai fait dans des ateliers avec des collégiens par exemple, que finalement, est-ce qu'ils ressentent leur corps? Parce qu'on travaillait sur les émotions, comment je me sens, mais d'abord, est-ce que je me ressens? Et donc, ils étaient allongés, les yeux fermés. Tu peux le faire avec, un jeu souvent qu'on appelle la tablette tactile. Tu viens, toucher le poignet ou le coude ou le genou de la personne, voilà, mais la personne est d'accord que tu viennes, toucher ces parties-là et donc, je touche ton poignet, est-ce que tu sais où je t'ai touché? Je touche ton genou, est-ce que tu sais où je t'ai touché? Est-ce que tu arrives à bouger uniquement cette partie-là de ton corps, par exemple, aussi? Est-ce que tu ressens où je t'ai touché? Et si je touche 2 endroits en même temps, est-ce que tu arrives aux 2 endroits? Si j'ai touché un genou et puis, une épaule, est-ce que tu sais me dire de quel côté était l'épaule, de quel côté était le genou? Donc quelle conscience corporelle, tu as de toi-même? Est-ce que même, et ça c'est quelque chose que j'avais réalisé pour moi-même il y a plusieurs années, c'est que si je me mettais dans mon lit, 5 minutes après, tu me dis: «Dans quelle position tu es installé?» Bah, en fait, il fallait que je bouge pour vérifier. J'avais grosso modo une idée de comment j'étais installée dans mon lit. Est-ce que ma jambe droite est par-dessus ma jambe gauche ou mais j'avais besoin de bouger pour m'en rendre compte. Donc, à partir de là, ou si tu me disais faire un body scan, donc tu sais, tu pars de tes pieds et puis tu remontes jusqu'à ta tête, bah, au genou, il y avait plus personne. Moi, j'étais partie faire autre chose dans ma tête. Donc, mon corps, c'était pas une safe place, où rester ou observer ce qui se passait. Donc, si les adultes qui écoutent, ils se sont déjà posé ces questions-là ou si, quel rapport ils ont avec leur corps, en fait? Comment ils lui parlent? Est-ce qu'ils y font attention? Est-ce qu'ils y font pas attention? Hem, Oui, c'est une première porte d'entrée, en fait. ouais, par exemple, c'est-à-dire que, il y a rien de mieux que l'exemple et donc si tu te rends compte que finalement, ton corps, il a des mouvements que tu arrives pas à contrôler. Si je te dis: «Mets-toi debout, mets les bras devant, moi je tourne ta tête, toi tu bouges pas tes bras» et que tu as beau faire ce que tu veux, tes bras ils bougent. Tu vois bien que tu as pas de contrôle moteur sur, ce qui est en train de se passer dans ton corps. Ou avec l'exemple d'avant que, tu vas pas le ressentir. Donc hem, ça montre un bug et moi j'ai débuggé des logiciels, maintenant, je débug des corps, quoi. J'adore. Et donc comment tu débugs un corps? Vas-y, raconte-nous, comment Alors ça peut se passer? tu peux le faire de plusieurs manières, mais déjà tu vas aller lui montrer que, cette zone-là, elle existe. Par exemple, si tu arrives pas à mobiliser ton épaule ou à chaque fois que tu en bouges une, en fait, tu as toujours les 2 épaules qui bougent même si tu essayes d'en bouger qu'une seule. L'épaule qui arrive pas à bouger, tu vas pouvoir, la toucher, la masser, faire des rythmes dessus, par exemple. Hem, et puis après tu vas, donc quand on travaille les réflexes, les 3 grandes lignes sur lesquelles on va travailler, ça va être le sensoriel, donc c'est-à-dire par le contact ou par le mouvement, en fonction du sens que tu vas faire travailler. Si c'est un sens qui est tactile ou si c'est le sens, vestibulaire, par exemple, tu vas plutôt être sur, des bercements au niveau de la tête, par exemple. Après tu vas montrer au corps comment il pourrait bouger, c'est-à-dire que, si on reprend les mouvements de tête, c'est regarde, tu es allongé sur le dos, ton corps bouge pas, mais finalement moi je peux montrer à ta tête qu'elle peut bouger des 2 côtés sans qu'il y ait rien d'autre qui bouge et maintenant à toi d'essayer.
Et donc après, par des techniques, par exemple, d'isopression, tu mets une pression sur le corps et la personne doit tenir cette pression-là. Tu vas aider le cerveau à se rendre compte que là, il y a quelque chose à faire. Ça arrive que je demande, que ce soit des enfants ou des adultes, les 2, ça peut arriver. Je dis: «Mets une, enfin, je mets une poussée sur ta jambe de telle façon, tiens la poussée ou viens toi, enfin, retiens ma poussée ou alors viens dans ma main», ça dépend, je peux te donner une consigne ou l'autre et des fois, tu vas sentir que la jambe, elle donne un grand coup. Comme si, bah, toi, tu es dans ta voiture, tu essayes d'accélérer avec ton pied gauche. Le pied gauche, généralement, il est moins habile que le pied droit et il va accélérer un grand coup. Juste parce que tu as pas forcément le contrôle moteur pour aller doser. Donc une fois que, bon, ils se sont rendus compte de ça ou alors qu'ils essayent de tenir une, ils essayent de tenir la poussée que je vais mettre, mais en fait, tu sens que, il y a pas de tonus, que c'est pas constant. Donc le cerveau, il arrive pas à garder, l'information. Mais, tu vas, tu le fais réessayer, tu lui dis: «OK, bah, mets toute ta force, maintenant mets la moitié, mets encore moins, mets encore moins, mets encore moins» et tu vas permettre au cerveau d'arriver à faire le mouvement avec, le minimum d'énergie possible, par exemple. Et donc ça permet de Bah, redescendre la tension, ouais, bah, c'est-à-dire que d'être, tu vas donner des capacités au système nerveux en lui permettant, d'être en contrôle de ce qui se passe ou de ne plus être insécurisé, par les différents contacts qu'on aura pu, donner contact ou mouvement qu'on aura donné, au corps. Quand tu reçois des enfants, c'est quoi que tu vois le plus souvent qui se passe? Est-ce que tout le monde a plus ou moins une problématique commune ou c'est vraiment très divers? Parce que je te pose ces questions juste parce que j'ai la sensation que l'anxiété aujourd'hui, il y a des articles qui sortent, enfin, on a des études aujourd'hui, surtout chez les adolescentes filles. Heu, la santé mentale, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus et les enfants vivent avec une grande anxiété malheureusement aujourd'hui. Ouais. Hem, c'est pas alors il y a les 3 grands réflexes de stress, heu, qui sont connus dans le monde des réflexes, c'est le réflexe de Moro, le réflexe de paralysie par la peur et le réflexe tendineux de protection. C'était 3 gros réflexes de stress. Donc le réflexe de Moro, c'est celui qu'on disait tout à l'heure, la tête de bébé, elle part en arrière et puis donc le corps, il s'ouvre, voilà, s'ouvre puis se ferme. Ce réflexe-là, je crois qu'il est estimé à être présent chez 60 de la population. Il va avoir tendance à suractiver tes yeux et tes oreilles, donc te mettre en hypervigilance, amener des difficultés de sommeil. Tu peux avoir beaucoup de gens qui se déplacent avec la tête en avant, donc après ça crée aussi des tensions, dans le cou, dans le dos, donc ce réflexe-là, on le trouve assez facilement. Le réflexe de paralysie par la peur, tu vas l'avoir chez les enfants qui sont mutiques, chez les enfants qui, enfin enfants ou personnes, hein, hop, mais il y a une question, il y a un bruit, il y a quelque chose, il y a plus personne, c'est tout figé, un peu comme, le chevreuil que tu as croisé sur la route, qui se retrouve dans tes phares, qui fait: «Et je suis pas là». D'accord? Et le réflexe tendineux de protection, c'est celui qui va, en cas de stress, activer tous tes muscles, tous tes tendons, qui te permet, bah, notamment, de passer à l'action, de partir s'il y a besoin, de te battre s'il y a besoin. Parce qu'après le réflexe de Moro, il va faire ça aussi. Comme il a le côté fermé, ça peut être: je me mets dans ma bulle, je me rentre dans l'huître, dans ma coquille d'huître. Et ça peut être aussi quand je suis en mode ouvert, bah, je passe à l'action et puis en fait je peux, aller donner des coups ou autre, tu peux retrouver l'un ou l'autre de ces réflexes-là. Mais il va, activer ton île de protection, il va te mettre en tension aussi et comme la gazelle qui a besoin de partir quand le lion attaque, elle active tout et tous ses muscles et tous ses tendons, ils sont sollicités. Donc ça, c'est les 3 gros réflexes qu'on va nommer de stress, mais finalement, avec les enfants que je reçois au cabinet, je me rends compte que c'est pas forcément par là qu'il y a besoin de passer. Ça va dépendre. Il y en a, on va commencer par le réflexe de Moro et puis il y en a d'autres, on va commencer par, les pieds, par les mains, par le dos parce que, ce réflexe-là pourrait prendre peur si on venait le chercher directement et aussi parce que en fonction de leur objectif, ils viennent pour des difficultés liées à l'anxiété, mais finalement, ils veulent aller à l'école sereinement, ils veulent, s'endormir facilement, ils veulent, voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir faire qu'ils n'arrivent pas à faire et donc en fonction de cet objectif-là, et des difficultés qui vont être observées, je vais pas forcément passer par la même porte, quoi. Ça va vraiment s'adapter, quoi. Et tu dis aussi que tout ça, ça prend du temps. Ça se fait pas en une fois, ça prend un est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a des choses, tu vois, tu dis: «Waouh, ça il suffisait d'une séance et on a débloqué, Il y a des la choses qui peuvent problématique»? bouger vite.
Mais en général, ça prend quelques séances pour que le système nerveux, il se stabilise, et qu'il s'équilibre. Et puis après, ça dépend aussi, est-ce que c'est ponctuellement suite à un événement marquant, tout d'un coup, l'enfant, il s'endort plus ou veut plus aller à l'école, tu peux venir rassurer le système nerveux, et puis en une fois, ça peut suffire. Mais, hem, quand c'est tout l'environnement, quand en fait, tu as aussi les parents qui sont là et qui peuvent être stressés ou anxieux, sans forcément s'en rendre compte, ils vont montrer cet exemple-là à leurs enfants, des parents hem, qui se posent jamais, qui sont stressés, ouais, voilà, stressés ou anxieux, ils vont donner cet exemple-là à leurs enfants aussi. Donc, l'enfant, il fait comme ce qu'il voit. Donc, en fonction de, en fonction de et puis si l'enfant il subit des violences ou autre, tu vas pas faire avancer les choses de la même façon si le sujet qui a généré l'anxiété, est clos, si tu veux, ou si c'est encore ouvert, quoi. Et c'est ce que j'allais dire, tu me fais une transition parfaite, mais est-ce que tu traites aussi beaucoup les parents finalement? Bah, quand je des enfants qui viennent pour ces difficultés émotionnelles, je demande à un des parents de venir au moins une fois et on va venir, travailler là où le parent se sent en difficulté face aux difficultés de son enfant. Ce que je leur explique, c'est que, si j'emmène mon enfant à l'école et qu'il pleure tous les matins pour aller à l'école, si je suis calme et tranquille, sereine, OK, il a une difficulté, il pleure et il veut pas me lâcher, c'est OK, je l'accompagne. Ça va pas être la même chose pour mon enfant que, si je me mets à pleurer aussi ou si je m'énerve et que je lui dis: «Non mais c'est bon, arrête de pleurer». Enfin, juste parce qu'en fait, mon système nerveux à ce moment-là peut-être ne gère plus. Je m'énerve, je lui dis que je veux plus l'emmener, que la prochaine fois ce sera pas moi ou mon enfant à ce moment-là, il se prend sa difficulté et la mienne. Parce que, son stress va venir activer mon stress et donc, en fait, il faudrait que j'essaye de pas être stressée parce que ça stresse maman, voilà. Donc de venir, apaiser, le parent sur la difficulté de son enfant, par les libérations émotionnelles et aussi en allant parler directement au système nerveux parce que des fois ils sont au niveau, je sais pas combien au niveau du stress, ils s'en rendent pas compte. «Non, mais je suis pas stressé moi». Mais en fait, ils se sont tellement progressivement habitués à du stress, comme si tu augmentais progressivement la température de la baignoire, ils arrivent à des niveaux de stress sans s'en rendre compte. Donc tu redescends tout, ils réagissent beaucoup plus calmement et déjà la difficulté de l'enfant, elle peut être plus simple. Est-ce qu'on peut reprendre les bases? Tu peux nous expliquer le système nerveux, en quoi il joue un rôle et ce que ça produit dans nos corps? Alors, j'ai beau être, cartésienne, scientifique et tout ça, quand je l'explique aux parents et aux enfants, je vais à chaque fois prendre des images. Ton système nerveux, c'est l'OS de ton téléphone, d'accord? Il va venir gérer tout plein de choses, en tâche de fond. Ta digestion, ta respiration, il y a plein de choses auxquelles tu penses pas. Hem Et puis après, donc il y a tous les logiciels dont on a parlé, les réflexes archaïques qui te permettent d'être en sécurité au début et de te garder en sécurité si tu en avais besoin, si tu en avais besoin maintenant. C'est un petit peu comme, ces applications, donc il y en a qui se désactivent, il y en a qui restent fonctionnels, volontairement ou pas. Hem, c'est, ouais, je sais pas, forcément quoi, bah, comment le décrire plus, mais c'est une forme de squelette que tu as aussi, mais qui est pas ton squelette osseux, mais qui va permettre hem, de faire fonctionner, enfin, tu peux pas fonctionner sans Parce ton qu'il y a des système nerveux. ramifications, c'est ça, Ouais. partout et Mmh. il va encaisser ou non le stress de la bonne manière? Ouais, notamment, ouais. En fonction de, alors on entend de plus en plus parler du nerf vague et de sa flexibilité, donc ça voilà, il y a des liens qu'on va retrouver entre, la théorie polyvagale et les différents réflexes qui peuvent être, actifs ou pas. Donc est-ce que, je suis finalement tout le temps branchée sur un mode d'insécurité ou est-ce que j'arrive à savoir que je vis une situation insécurisante, mais je reste, OK dedans? Enfin, je suis OK d'être en insécurité finalement. Hem, Tout ça, c'est voilà, c'est le principe, le but unique de ton système nerveux, c'est ta survie. Il se pose pas d'autres questions. Donc même s'il doit, mettre le bazar dans ton fonctionnement, tant que tu es vivante, il a réussi son travail. C'est vrai. Déjà, il faut qu'on déjà être vivant, il est content. Ouais, voilà, mais c'est son seul travail, C'est hein. vrai. Son seul travail, c'est de te garder en vie, donc après il va gérer tout ce qui se passe dans ton corps, dans cet unique objectif. Mais s'il y a des choses qui sont mal branchées,
il va pas avoir un fonctionnement qui va être, optimum. Donc Et je pensais tu sais, tout à l'heure, je te demandais quels signaux peuvent nous alerter sur l'anxiété. Le bruxisme aussi, ouais, ça en fait ça en partie. fait Ouais. partie de grincer les dents, de Bah, serrer la c'est, mâchoire la nuit, faire du hem, bruit. je sais pas si c'est systématiquement en lien avec l'anxiété, mais ça fait partie des, en tout cas de ce qu'on peut retrouver, quand il y a un certains réflexes qui sont actifs, soit parce que c'est actif au niveau de la bouche, soit parce que tu vas l'avoir actif au niveau des mains. D'accord? On parle souvent des 5 points de sécurité d'un bébé, c'est ses mains, tu sais, il y a l'agrippement là du nouveau-né qu'on connaît, la succion qui est l'agrippement au niveau de la bouche et tu as un agrippement au niveau des pieds aussi. Donc quand tu as de l'insécurité sur certaines de ces extrémités-là, tu peux l'avoir aussi ailleurs. Donc bah, juste parce que tu dors avec les poings fermés, par exemple, ben, ça va serrer ta mâchoire ici et puis du coup, ça peut activer du mouvement et du bruxisme. Tu leur donnes quoi comme outil à tes petits patients et patientes qui viennent te voir pour que en dehors de ta consultation, ils puissent s'aider à gérer ce stress qui les ronge un peu? Je leur donne principalement des massages et des bercements. Il peut y avoir du mouvement aussi puisque le mouvement est important, mais avant tout, ça va être le massage et le bercement pour moi parce que tu peux pas bouger ton corps si tu sais pas qu'il est là, par exemple, ou si tu sais pas comment il fonctionne. Donc entre chaque rendez-vous, je vais, leur donner 2-3 massages, bercements, ouais, qui sont assez courts. Ça va durer tu prends 1 minute pour chaque, par exemple. C'est toi qui leur fais? Je les Ou montre au cabinet, mais OK. après, c'est les parents qui vont les faire aux enfants. Ça a plusieurs avantages, c'est que ça va donner un temps de qualité, entre l'enfant et le parent. Donc déjà, ça fait rien que ça fait du bien au lien d'attachement, donc le système nerveux, il est content. Tu vas apaiser une partie du stress, de l'anxiété qui pourrait être là et puis au fur et à mesure, tu vas apprendre au corps à ressentir les choses différemment, à se sécuriser sur, les zones ou sur les mouvements qui posaient problème et donc il va apprendre. Donc au cabinet, on va travailler certains réflexes directement et puis après les massages bercements que je vais leur donner, ils vont soit venir entretenir, l'information qu'on aura transmise, comme si, tu allais réviser la poésie que la maîtresse t'a demandé d'apprendre. C'est pas parce qu'elle te l'a lu une fois à l'école que ça y est, tu la connais par cœur, c'est magique. Hem, donc ça va entretenir ça, voilà, je branche le câble, toi tu allumes la lumière un petit peu tous les jours. Hem et puis, ça leur donne après des outils pour, c'est pas que le temps de l'accompagnement. C'est-à-dire que ces massages, ces bercements, des fois je leur en le 1er ou le deuxième que je vais leur donner, il va vraiment beaucoup leur parler pendant 6 mois, ou autre, ça dépend des enfants. Ils vont continuer à le réclamer et s'ils le réclament, c'est que leur corps, il en ressent un bénéfice et puis je dis toujours aux parents, bah, s'il y a une difficulté, parce que, il y a un élément nouveau qui se rajoute, il y a un changement d'école, il y a un petit frère, une petite sœur qui arrive, voilà, il peut y avoir des éléments de stress qui font qu'une partie de l'anxiété revient, bah, réessayer les massages bercements qu'on avait travaillés. Est-ce que c'était les mêmes réflexes qui avaient besoin d'une petite piqûre de rappel finalement? Ou est-ce qu'il y avait autre chose à travailler? Comment tu travailles avec un enfant qui n'aime pas être touché? Tout le monde n'aime pas ça. Non, Le ouais. rapport au corps, il est un peu différent pour chacun. Tu fais quoi? Hem, Ceux qui aiment pas être touchés, alors, bah, tu vas pouvoir, si vraiment il y a aucun contact qui est possible, ça m'est arrivé avec une petite, on a travaillé indirectement. On a travaillé avec le doudou, on a travaillé avec sa maman, enfin, pour construire son schéma corporel, par exemple, parce que, si elle veut pas être, enfin, je pense à cet enfant-là, mais ça pourrait être, n'importe lequel. Si tu veux pas être touché, c'est que ça envoie de l'insécurité au niveau de ton corps. Donc comment est-ce qu'on reconstruit cette sécurité-là progressivement? Donc ça peut être de passer par un biais, ça peut être l'enfant qui fait le même massage à son parent. Bah, pendant qu'il masse son parent, il va utiliser ses mains, donc ses mains, elles vont être en contact et puis comme, il est pas très grand, peut-être qu'il va avoir d'autres parties de son corps qui vont travailler et puis par le biais des neurones miroirs, son cerveau à lui, son système nerveux va travailler. Après tu peux utiliser, des épaisseurs, un drap, une couverture que tu vas mettre par-dessus l'enfant et il y a moins déjà, il y a pas de contact, directement à même la peau. Tu pourrais utiliser des balles. Si tu fais rouler une balle sur, le trajet du massage que tu aurais fait avec tes mains, ça peut être beaucoup plus facile pour certains enfants. Une balle, j'en ai une qui est lourde, au cabinet. Elle fait presque 1 kilo. Il y a des enfants qui l'aiment pas du tout parce qu'elle va être trop lourde, mais finalement, il y en a très peu. La majorité, la balle, elle se pose ça les rassure, en fait. Tu sais, il y a un contact qui est c'est pas si je t'effleure, tu vois, tu vas peut-être être chatouillé et vraiment pas trouver ça chouette.
Par contre, si on passe avec un contact qui est profond, qui est, ça va Enveloppant qui ouais, est voilà, ouais. la main, elle pose, elle rassure et puis et puis si tu as la balle entre les 2, c'est pareil, ça va tu l'intention que tu mets dans le toucher, il va varier. Si vraiment l'enfant, il a pas envie d'être touché du tout, tu vas passer par, du bercement. Tu peux donner de l'information quand même. Si je peux pas toucher son dos, mais que j'attrape ses pieds, ou ses genoux, alors pour peu que je puisse au moins toucher ces zones-là, je peux pas le masser, mais si je peux attraper ses pieds ou mettre mes mains au niveau de ses genoux, je vais peut-être, pouvoir donner un bercement longitudinal qui va amener sa tête à faire ce mouvement-là. Bah, son dos, au passage, il est frotté aussi, donc finalement, il y a un contact tactile qui va commencer à cet endroit-là. Et puis si vraiment tu peux même pas faire ça, bah, tu vas passer par le mouvement. Voilà, on trouve des combines. Trouve une porte d'entrée à un moment ou à un autre. Ouais, voilà et puis le nombre d'enfants, qui au premier rendez-vous veulent pas être touchés mais c'est par moi que souvent qu'ils veulent pas être touchés. Je montre les massages, aux parents, donc c'est le parent qui monte sur la table et qui reçoit le massage. Alors déjà rien que de voir le parent le faire, il y a des enfants qui disent: «Non mais attends, en fait, je vais y aller». Ils s'allongent sur le parent et puis en fait, parce qu'ils sont allongés sur leurs parents, tu peux les toucher. Et s'ils ont pas été touchés quand même au cabinet, le parent à la maison, il pourra le faire. Donc c'est arrivé que je puisse rien faire avec un enfant, mais en fait, on a quand même posé des mots et puis le parent, il repart avec, ses outils de bercement, de massage et il va, travailler la sécurité, sensorielle de son enfant chez lui et déjà, il y a des choses qui bougent. En fait, peut-être qu'on oublie souvent en tant que parent, c'est que le corps parle et qu'il y a des choses qu'on peut capter grâce au corps et nous, on est trop dans nos têtes. On est complètement que dans notre tête. Mais enfin, des fois, je leur passe le message aux enfants. Alors ceux qui sont un peu plus grands, parce que les tout petits, ça leur fait, je pense que ça leur ferait trop bizarre, mais la seule et unique personne avec qui tu as la certitude d'être toutes les secondes de toute ta vie, c'est toi. Il y a que toi qui vas aux toilettes avec toi tous les jours, tu vois? Donc quelle est la relation que tu as avec ton corps? Comment est-ce que comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que tu lui parles? Comment est-ce que tu arrives à le bouger? C'est, c'est vraiment on peut rien faire sans notre corps. Il nous emmène où on a envie d'aller, il nous fait faire ce qu'on a besoin de faire et toutes les informations, elles commencent d'abord, dans notre corps, même nos émotions. Quand tu dis, bah, j'ai la gorge nouée, j'ai la boule au ventre, j'ai les jambes coupées, bah, c'est quoi? C'est ton corps et après tu le traduis par: «Ah, j'ai les jambes coupées parce qu'en fait j'avais peur» ou oui, mais d'abord tu avais les jambes coupées. Donc c'était une sensation qui était dans ton corps. L'émotion, elle a commencé là. Ce que tu me disais avant qu'on enregistre, c'est que nos émotions, elles sont d'abord dans nos corps et ensuite elles remontent à notre logique, à notre cerveau. Mais que la plupart d'entre nous, on ne sait pas écouter ce corps. Non, bah, c'est pas quelque chose qui est instinctif où tu vas ressentir cette première, sensation d'avoir les jambes coupées ou la boule au ventre et puis après tout de suite, on part dans notre tête, dans notre, émotionnel, dans notre mental et on fait une traduction de ce qui s'est passé dans notre corps. Mais notre corps, il a pas fini de raconter ce qu'il avait à dire. Donc quand je parlais tout à l'heure de la relation que tu as envie d'avoir avec ton corps, c'est ton meilleur ami. Si tu es là avec lui enfin, tant qu'à faire, autant que ce soit ton meilleur ami. Si tu es avec lui toutes les secondes de toute ta vie, c'est ton meilleur ami. Mais qu'est-ce qu'il dirait ton meilleur ami si, à chaque fois qu'il te parle, tu l'écoutes pas? Il a à peine commencé sa phrase, tu pars faire autre chose, tu dis: «Ah oui, mais si, attends, j'ai compris». Mais attends, j'ai juste dit un mot, d'accord? Donc bah et notre corps, il va pas nous parler avec des mots. Il va pas tout d'un coup ouvrir une bouche, je sais pas où, ou utiliser la tienne et puis te dire: «Attends, là, j'ai mal ici parce que ça». Non, il va te faire des sensations. C'est comme ça qu'il parle. Donc toutes les réactions sensorielles de notre corps là, au cours d'une émotion, mais même, on peut aller jusqu'aux maladies. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, en fait? Qu'est-ce que ça vient nous dire, qu'on a besoin de comprendre, mais pas de comprendre forcément, ici? Comment on fait alors pour l'écouter? Tu vois, pour pas lui couper la parole tout de suite. Genre, on ressent quelque chose, on fait quoi? Tu fermes les yeux et tu observes la sensation. C'est hyper simple, mais c'est très compliqué. J'ai pas su le faire pendant des années. Même si j'étais formée à cette approche de libération émotionnelle, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand je disais le body scan, bah, je commençais à mes pieds et puis arrivé aux genoux, il y avait plus personne, j'étais partie dans ma tête faire autre chose. Bah, c'était la même chose quand, OK, j'ai une émotion qui est désagréable, je vis une situation inconfortable, où est-ce que c'est dans mon corps? Trouver les sensations, je pouvais trouver les 1res sensations et puis après, bah, l je les
OK, le principe, c'est laisse ton corps parler, donc observe ces sensations, laisse-les faire sans intervenir, sans rien faire. Mais moi, je partais faire autre chose. Il y en a qui vont contrôler avec leur respiration, qui vont, s'apaiser, venir dire: «OK, c'est pas grave, t'inquiète pas, tout va bien». Oui, mais pendant que tu dis ça, même à ton meilleur ami, il peut pas exprimer ce qui est là sur le cœur, en fait. Donc les techniques d'écoute active, avec des humains, ça marche aussi avec, nous-mêmes et avec notre corps en juste, observant et ça dure pas longtemps en plus. Tu viens juste de me faire réaliser que moi, je fais ce truc-là de me dire tout va bien, mais je le fais sûrement trop vite. Tu vois, Mais il va trouver tout seul que tout va bien. Parce qu'il va finir sa phrase, puis à la fin de sa phrase, il se rend compte qu'en fait, tu pas en danger, t'es pas morte puisque tu es là tout voilà et c'est pas parce que tu as une sensation désagréable que forcément c'est le danger ultime qui arrive, même si c'est un peu ça qui se passe, comme impression au niveau du système nerveux. Donc on le laisse parler et puis au bout du compte, il se rend compte qu'il y a pas de difficulté donc ça y est, le problème est réglé. Qu'est-ce que tu observes comme résistance, soit chez les enfants, soit chez les familles en général, quand elles viennent te voir à la base, tu vois, c'est quoi qui bloque au départ? Il peut y avoir, l'inhabitude de travailler avec le corps. Comment est-ce que, finalement, aider l'enfant par rapport à ses émotions? Pourquoi passer par le corps? Mais parce qu'on pense que les émotions, c'est dans notre tête, alors que finalement, elles dépendent de notre corps. Donc c'est d'arriver à donner cette info-là, mais pour les parents, comme ils restent aussi sur les séances, c'est visuel pour eux parce que quand je demande de faire un mouvement à un enfant et qu'il n'y arrive pas, ou qu'on voit qu'il est, hyper, chatouilleux par exemple, partout sur toutes les zones sensorielles des réflexes ou, je demande à un enfant de faire un mouvement puis tu vois le parent qui se questionne à savoir est-ce que lui aussi il y arriverait ou pas. Assez vite, ça devient concret, quand c'est sur le début. Après, il peut y avoir des difficultés parce que, on aime que ça aille vite, que ce soit, voilà, il faudrait une baguette magique et donc quand un ou 2 rendez-vous ça suffit pas, ils peuvent trouver que c'est trop long. Mais le système nerveux, il a besoin du temps qu'il a besoin, ça dépend de chacun, de l'histoire hem et puis j'allais dire dans ces cas-là, si ça va pas assez vite au niveau du parent, c'est que la difficulté, elle est pas forcément chez l'enfant non plus. Donc est-ce que c'est la bonne personne à qui tu fais des rendez-vous finalement, tu vois? Donc et puis après, ça peut arriver que, ça f c'est arrivé une fois de temps en temps qu'il y ait autre chose qui remonte en fait. Tu fais le ménage et puis, ça met en évidence, d'autres difficultés, mais qui peuvent être, chez le parent comme chez l'enfant et se confronter à cette réalité-là, c'est pas toujours évident. On a be Travailler sur ses émotions, c'est apprendre à se connaître soi, apprendre à connaître, comment on fonctionne et on n'est pas tous prêts à se connaître, je crois. Notre corps, il garde en mémoire, tout ce qu'il a vécu. Est-ce que des fois, tu as l'impression que tu fais couche par couche par couche quand tu vas traiter un problème? Ah oui, ça arrive. Même moi, je l'ai vu sur moi. Réflexe de Moreau dont on parlait tout à l'heure, je sais pas, on m'a déjà peut-être intégré, 5-6, 8 fois et toujours un peu plus loin. D'accord, là, on y est quasiment. Il était très, très réactif, maintenant il l'est beaucoup moins et donc heu, avec certains enfants, c'est la même chose. Tu vas venir aider alors déjà, l'objectif, il est pas forcément que le réflexe, il soit intégré à 100 pour atteindre parce qu'on n'est pas sur un objectif de perfection sur tous les réflexes. On est sur, je dors mieux ou je vais mieux à l'école ou j'arrête de m enfin, on va pas dire j'arrête de me ronger les ongles parce que quand on pose un objectif, on essaie qu'il soit formulé de façon positive. Il y a pas de négation dedans. Donc c'est, je laisse pousser mes ongles, par exemple. Une fois qu'il arrive à laisser pousser ses ongles, est-ce qu'il y a autre chose qui l'embête? Ou est-ce que finalement, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, ça me convient et tout va bien? Donc on peut ne pas avoir à faire, tout le travail d'intégration. On va voir jusqu'où le corps a besoin d'aller, jusqu'où il a envie d'aller. Et puis, des fois, on va se rendre compte qu'il y a autre chose qui bloque. Tu commences à faire un réflexe, et puis il s'intègre un petit peu ou il s'intègre pas. Quand l'enfant revient, celui-là, il est resté. Donc OK, le corps, est-ce qu'il en a encore besoin en ce moment? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre les 2 rendez-vous qui fait que le réflexe a pu revenir? Ou est-ce que, finalement, on a,
des fois, je dis nos réflexes, c'est un peu le tableau électrique de notre maison. Tout le câblage, ok, bon, bah, voilà. Est-ce que mon tableau électrique, il est bien câblé, euh, bien agencé? Ça n'empêche pas que des fois, les plombs, ils sautent. Et ça peut venir de l'extérieur, en fait. Donc, il peut y avoir une mémoire émotionnelle, quelque chose qui va venir faire disjoncter tes réflexes, même si tu les avais bien câblés. Donc, à ce moment-là, si ça s'était effectivement intégré et que ça revient, ok, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le plomb qui a sauté? Et là, tu vas pouvoir peut-être mettre le doigt sur un, sur la cause de réapparition du réflexe. Qu'est-ce qui est venu stresser le corps pour que ça revienne? Au final, tu fais le même métier qu'avant, c'est juste que c'est pas la même machine. C'est ça. Non, mais j'en ai fait plein de fois les parallèles, c'est vraiment amusant. Parce que là, comme tu parles sur la métaphore, tu vois, électrique, je me dis, mais clairement. Mais des fois, j'utilise la voiture aussi. C'est dans le même. Ouais, mon corps, c'est ma voiture. Alors, comment on fait pour gagner 24 heures? Vas-y, explique-nous du coup. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas tout faire sur la voiture. Moi, je vais, tu vois, tu vas l'emmener ta voiture. Ça paraît normal et logique pour tout le monde d'emmener sa voiture chez le garagiste une fois par an pour faire la révision. Ça, c'est le travail des ostéopathes, par exemple. T'emmènes ton corps une ou deux fois par an chez l'ostéopathe pour faire la révision, vérifier que tout va bien. Ok, donc il y a pas de blocage, tout ça. Est-ce que je lui donne les bons carburants? Donc, est-ce que je mange bien? Est-ce que je bois bien? Est-ce que je respire bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je bouge suffisamment? Ça va être mes carburants. Et après, c'est la préparation de ta voiture. Donc, ce que les ingénieurs voitures faisaient, c'est d'optimiser la voiture. Elle a été bien construite, bien préparée, mais comment est-ce qu'on fait pour l'optimiser? Ça, c'est plus le travail que je vais faire maintenant, que je ne voulais surtout pas faire quand il s'agissait d'une vraie voiture, parce que je comprenais pas trop les voitures, à vrai dire. Travailler à les faire aller plus vite, globalement, si tu veux, ouais, mais pas individuellement. Mais donc là, moi, je vais travailler sur cette préparation de la voiture. Mais c'est pas parce que j'ai transformé ta Clio en Formule 1 que tu sais la conduire. Donc après, il faut prendre des cours de conduite. Et là, tu as tous les professionnels de la rééducation, quels qu'elles soient. C'est pas parce que tes émotions circulent bien dans ton corps que tu vas savoir les nommer et que tu vas savoir les exprimer d'une façon qui est socialement acceptable. C'est pas parce que tes émotions, enfin, t'as accès à toutes les parties de ton corps que tu vas savoir tout de suite être un champion de foot ou un virtuose du piano. Tu vas avoir besoin de t'entraîner. Donc ouais, il y a besoin de rééducation et d'entraînement pour compléter. Mais toi, tu aides à débloquer en fait. Voilà, je vais libérer les potentiels. Voilà, là où peut-être tu sais que tu as besoin d'aller de l'autre côté du bois qui est devant toi, mais le bois, c'est pas débroussaillé du tout. Moi, je vais tracer la route pour que ce soit plus facile d'y aller. Et puis, on met un panneau pour que le GPS y aille. Parce que si tu traces une route mais que tu mets pas le panneau pour que le GPS y aille, la route, elle va pas rester en bon état longtemps. Si on doit un peu résumer tout ce que tu as dit, imaginons on a celles et ceux qui nous écoutent ont la sensation qu'ils ont un enfant anxieux, ils sont pas encore sûrs mais ça est en train de cheminer. C'est quoi la première chose qu'ils pourraient faire pour commencer à aider leur enfant? L'aider à se reconnecter à lui-même à partir du corps. Tout de suite, ils peuvent... alors, il faut que l'enfant il soit d'accord, mais on entend parler des câlins, du câlin papillon, voilà, des techniques d'apaisement, mais qui sont corporelles. Il peut y avoir la respiration, mais si ta respiration, elle est pas au bon endroit, il y a des respirations qui vont être inversées. C'est-à-dire que t'inspires et puis en fait, t'as le ventre qui se creuse. Et puis quand t'expires, t'as le ventre qui se gonfle, alors que normalement, ça devrait être l'inverse, ou la respiration qui va rester que là, alors qu'elle devrait pouvoir circuler. Voilà. Donc, la technique de respiration, ça va dépendre comment l'enfant respire, mais de le ramener au corps. On n'a pas l'habitude de masser dans nos sociétés. Mais je pense que si tous les parents pouvaient faire des petites techniques simples, il y en a. On vient prendre contact sur les bras, on vient prendre contact sur les jambes, on le fait sur l'avant, on le fait sur le dos. Déjà, on vient remettre à leur place les différentes parties du corps. Est-ce que leur enfant, il sait
nommer toutes les parties de son corps. Et je dis pas, tous les détails de l'anatomie, mais est-ce que mes chevilles, voilà, si je touche ta cheville, est-ce que tu sais que ça s'appelle une cheville? Est-ce que si je touche ton genou, voilà, c'est pas juste, je sais que mon corps, il est composé de ça, 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 mais si je prends contact avec une partie ou une autre, voilà, qu'ils essayent de se rendre compte quel est le rapport que leur enfant a à son corps, comment est-ce qu'il le connaît, heu et puis, après, alors plus ils sont petits, plus c'est facile à faire, mais les massages et les bercements, ça apaise vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis inspirée une de mes cousines qui fait ça avec ses enfants. Elle fait des spa days, donc des jours où on va au spa. Et en gros, le dimanche soir, on se fait soit un bain, un rituel où on masse, on se lave les cheveux, mais on prend le temps en fait avec le corps. Et c'est vrai que c'est la seule occasion que j'ai où je me dis, allez, je vais les masser, je vais prendre du temps avec elles. Sinon, dans le quotidien, c'est dur, tu vois, de se poser, de se dire, allez, on se reconnecte. Quand ils vont se coucher, c'est pas très long en fait. Non, mais c'est sûr, mais d'avoir un rituel en fait. Voilà, C'est de se de toute dire façon, ça. les parents, je leur demande de le ritualiser. Tu vois, les massages bercements dont on parlait tout à l'heure, que je leur donne entre chaque rendez-vous, il y en a pour 2-3 minutes et je leur dis: «Mettez-les dans un rituel parce que comme ça, vous avez pas besoin d'y penser. Si c'est en rentrant de l'école, bah, qu'est-ce que vous faites les jours où il y a pas école?» Donc voilà, est-ce que c'est avant le brossage de dents, après le brossage de dents, le matin, le soir? Souvent, ça va se retrouver être un des derniers trucs qu'ils font, quand l'enfant va se coucher. Et en plus, l'enfant, souvent, il est dans la pénombre à ce moment-là, donc peut être déjà un peu plus calme et posé. Et sinon, s'il a du mal à se calmer, à se poser et à s'endormir parce qu'il est à fond là-dedans, justement, il est dans sa tête et que, bah, il n'arrive pas à redescendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'endormir? Il faut aller éteindre la machine, là. Mais si tu sais pas où elle est. Donc voilà, c'est pour ça tout le contact, tout le toucher des massages, des pressions profondes, tu viens, allez regarde, il est là ton corps, on vient se poser dedans en fait. Et des techniques super simples, en quelques secondes, j'ai fait mes bras, j'ai fait mes jambes. Donc c'est pas très, très long à faire et à force de le faire, ça Pour celles et ceux qui ne regardent pas sur YouTube, tu appuies avec tes mains en pression sur tes profonde. bras en pression profonde, Voilà. sur ton corps, sur tes ventres, tes jambes. Là, j'ai utilisé mes mains. C'est même pas c'est pas un massage comme on l'imagine, où on masse avec les pouces. Ouais. C'est vraiment, on vient faire de ça. la pression. D'ailleurs, même quand je dis massage, c'est parce que c'est un mot que les parents ils vont connaître, mais finalement, c'est plus des lissages que je vais leur donner. C'est tout le temps par-dessus les habits. Alors, des fois, on me demande est-ce qu'on peut le faire à même la peau, si c'est OK pour tout le monde et que ça, voilà, ça chatouille pas l'enfant, que ça respecte son consentement, tu peux y aller sur la peau, mais autrement, il y a pas besoin. Au cabinet, tout le monde reste habillé et ça va être, ça peut être juste un lissage. Donc tu passes ta main par-dessus les bras, les jambes, sur des zones qui vont pas surréagir. Parce que si tu fais ça sur le dos et que l'enfant, il se tortille, tu es pas au bon endroit pour l'apaiser, puisque tu viens d'envoyer un signal d'insécurité. Donc à ce moment-là, il y a des techniques simples qu'on peut apprendre qui vont rendre cette zone sécure, mais retour au corps. Merci beaucoup, Astrid. Avec plaisir. J'ai l'impression que ça va, on a déjà eu une bonne base de ce que tu prodigues et ce dont tu parles au quotidien. J'espère que ça aura aidé les parents. J'espère aussi. Qui ont des enfants qui sont trop dans leur tête. Ouais. Ou si vous êtes vous-même parent et vous êtes trop dans votre tête. Je fais partie de cette team aussi. Je ne peux pas te blâmer, j'étais complètement dedans. Donc là, moi, j'avais pas de corps avant. Donc, et maintenant, quand je travaille, je dis à ma tête, tu vas faire autre chose. Laisse mes mains faire. Donc voilà, le corps, c'est vraiment la base et c'est trop important, c'est vrai. Et ça a changé ma vie. Non, merci beaucoup, Astrid. Merci. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncles, tantes, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose, partager ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.